Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies, et nous avons des nouvelles concernant la réunion proposée entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Hier, il y avait encore l'idée du côté américain qu'il s'agirait d'une réunion trilatérale avec M. Zelensky, ou qu'une réunion trilatérale suivrait une réunion bilatérale. À présent, nous en savons plus à ce sujet. Hier, je n'arrivais pas encore à croire cette information, car nous n'avions pas non plus de confirmation claire du côté russe. Mais oh, quelle différence quelques heures peuvent faire, car hier vers midi, heure de Moscou, ce qui correspond à la soirée chez nous, nous avons alors eu une confirmation de la part des Russes, notamment de M. Ushakov, un proche collaborateur de Vladimir Poutine. Voici donc le compte-rendu tel qu'il est publié sur la page d'accueil du Kremlin. Nous avons eu une très brève rencontre entre M. Ushakov et les médias russes, au cours de laquelle il a confirmé quelque chose de très important, qu'il y avait une offre du côté américain qu'il juge tout à fait acceptable pour nous. Or, M. Ushakov a été directement impliqué dans les discussions avec M. Vitkov. Et il y a maintenant tout ce débat sur qui a lancé cette idée, qui a demandé quel type de rencontre. Les médias américains, hier, ont été très rapides à affirmer qu'il s'agissait en fait des Russes qui voulaient une rencontre. Pour moi, il semble assez clair que ce n'est pas le cas. To me, it seems quite clear that that's not the case. Alexander Mercouris on his channel on the Duran actually made also the... Alexander Mercouris, sur sa chaîne The Duran, a d'ailleurs également souligné que cela serait un peu ridicule. Je veux dire, pourquoi envoyer M. Vitkov en Russie, à Moscou, pour avoir une discussion de 3 heures avec Vladimir Poutine, seulement pour que M. Poutine demande ensuite une rencontre avec Donald Trump? Le scénario le plus probable est que c'est le camp américain qui a demandé cela. Nous allons entrer dans les détails dans un instant. Mais j'aimerais profiter de cette émission pour aborder 5 questions cruciales concernant cette rencontre. Car c'est la première fois depuis 4 ou 5 ans que les dirigeants russes et américains envisagent ne serait-ce que de se rencontrer. Maintenant, je pense que la partie la plus importante est que, tout d'abord, nous avons effectivement cette perspective de quelque chose qui a été proposé aux Russes, du moins c'est ce qu'ils affirment, et ce compte-rendu de M. Ushakov que j'aimerais examiner en détail avec vous. Car pour moi, c'est le type de récit le plus fiable sur ce que les Russes sont également prêts à afficher publiquement à propos de la réunion au sommet. Ainsi, le conseiller du président, Yuri Ushakov, déclare « Cette rencontre s'est déroulée dans une atmosphère professionnelle. » Et il parle ici de la rencontre entre M. Vitkov et M. Poutine, et elle a été assez constructive. Les deux parties peuvent être satisfaites de l'issue de cette conversation. La discussion s'est concentrée sur les efforts futurs de collaboration dans le contexte de la résolution de la crise ukrainienne. Il a de nouveau été souligné que les relations entre la Russie et les États-Unis pourraient être placées sur une base totalement différente et mutuellement bénéfique, ce qui trancherait nettement avec l'évolution de ces relations ces dernières années. Eh bien, c'est une façon de le dire. Je tiens à souligner qu'il précise que la conversation s'est déroulée dans le contexte de la crise ukrainienne et qu'elle tournait autour de celle-ci, mais qu'ils ont abordé les relations russo-américaines. Cela pourrait donc être assez important, car cela pourrait également nous donner un indice sur ce que les Russes pourraient actuellement chercher à obtenir avec la tenue du sommet. Il se pourrait que tout d'abord, il ne s'agisse pas de la fin de ce qu'ils appellent la crise ukrainienne, mais plutôt d'une nouvelle relation avec les États-Unis, tandis que la crise ukrainienne pourrait, ou très probablement sera, traitée sur une seconde voie ou une piste séparée. Mais poursuivons la lecture. Concernant l'agenda ukrainien, à la proposition des États-Unis, il y a eu un accord de principe pour organiser une rencontre bilatérale de haut niveau dans les prochains jours.
ce qui signifie une rencontre entre le président Vladimir Poutine et Donald Trump. Ainsi, M. Ushakov affirme que ce sont les États-Unis qui ont proposé cela. Avec nos collègues américains, nous allons commencer à travailler sur les paramètres spécifiques de cette rencontre et sur le lieu où elle se tiendra. En gros, le lieu a également été coordonné et nous communiquerons à ce sujet un peu plus tard. Il semble pour l'instant que ce seraient les Émirats arabes unis où cela pourrait se dérouler, puisque M. Poutine a également eu une rencontre avec le dirigeant des Émirats et il semble disposé et prêt à accueillir la réunion, même si cela n'est pas encore totalement confirmé. Quant à l'option d'organiser une réunion trilatérale, qui, pour une raison quelconque, est devenue hier un sujet de spéculation à Washington, le représentant américain l'a simplement évoqué lors de la réunion au Kremlin. Cependant, il n'y a pas eu de discussion spécifique sur ce sujet. However, there was no specific discussion on this topic. Russia has not commented on this option in any way. La Russie n'a fait aucun commentaire à ce sujet. Notre proposition vise principalement à préparer une rencontre bilatérale avec Donald Trump. Nous pensons que ce qui importe le plus, c'est d'assurer le succès de cette réunion et d'obtenir des résultats concrets. Tout le monde sait déjà que Donald Trump a téléphoné à plusieurs de ses partenaires européens pour discuter de ces questions après avoir pris connaissance du rapport de Steve Witkoff. Il convient de noter à cet égard que nous avons également tenu informer nos partenaires et amis proches par les canaux de communication appropriés des sujets abordés lors de la réunion avec Steve Witkoff. Permettez-moi de souligner que très probablement, les parties concernées dont il parle ici sont les Chinois, probablement aussi la Biélorussie et les amis immédiats de la Russie. Mais je pense que cela indique que les Russes informent immédiatement les Chinois, car nous savons désormais à quel point la Russie et Vladimir Poutine considèrent la relation avec la Chine comme importante, et que toute négociation de ce type serait nécessairement non pas coordonnée, mais communiquée à Pékin afin de rassurer la Chine sur ce qui va se passer. La dernière chose que la Russie souhaiterait serait de créer le moindre doute ou la moindre suspicion en Chine quant à la suite des événements ou quant à leur coopération, qui naturellement, non pas dépend, mais est aussi influencée par tout ce que la Russie négocie avec les États-Unis. N'oublions pas que les États-Unis essayent de séparer la Russie et la Chine. Par le passé, ils ont déjà tenté de dire à la Chine qu'elle devait complètement changer sa relation avec la Russie afin d'entretenir de meilleures relations avec Washington. Il serait donc naturel que Pékin suppose que les Américains diront aux Russes qu'ils doivent modifier leurs relations avec la Chine pour avoir de meilleures relations avec eux. Je suppose que ce genre de soupçon est précisément ce que la Russie voudrait éliminer dès le départ dans le cadre de son partenariat avec la Chine. Dernier paragraphe sur ce qu'a dit Ushakov. Last paragraph on what Ushakov said. Next week was suggested as a possible. La semaine prochaine a été suggérée comme une période possible pour organiser la réunion. Mais puisque les efforts de préparation pour cet événement important ne font que commencer pour les deux parties, il est difficile de dire combien de temps prendront les préparatifs. Cela dit, l'option d'organiser cette réunion à un moment donné la semaine prochaine a été envisagée, et nous avons une vision assez positive à ce sujet. Il s'agit donc d'une déclaration très positive, formulée de manière positive, par le principal conseiller de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine lui-même, quelques heures plus tard, a également donné une courte conférence de presse dans le cadre de la rencontre avec le dirigeant des Émirats arabes unis. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir ici, les journalistes ont immédiatement interrogé Vladimir Poutine au sujet de cette réunion supposée. Question. Étant donné les récentes informations concernant votre prochaine rencontre avec le président Trump, qui en a pris l'initiative? Le président Poutine a répondu très diplomatiquement.
Les deux parties ont exprimé de l'intérêt. À ce stade, savoir qui a pris contact en premier n'a plus d'importance. J'en conclus également dans le contexte de la déclaration d'Ushakov qu'il s'agissait probablement, au final, des États-Unis qui ont pris l'initiative ou demandé cette rencontre, mais que Vladimir Poutine cherche désormais à tout prix à éviter d'humilier Donald Trump ou d'affaiblir sa position. Par conséquent, il s'abstiendra lui-même de répondre à cette question, ce avec quoi je suis d'accord. Cela n'a plus d'importance pour le résultat concret que recherchent probablement les Russes. Il faut le dire, et cela a été critiqué sur d'autres chaînes. Les Russes ne sont pas doués pour la diplomatie publique, et en ne précisant pas qui a demandé cette réunion, ils donnent en quelque sorte l'avantage à l'administration Trump. Désormais, l'administration Trump pourra simplement affirmer que c'était la Russie. Et les médias américains affirment maintenant, tout comme les néoconservateurs américains, que c'est la paix par la force, et que toutes les menaces de sanctions écrasantes, ainsi que les tarifs sur le commerce avec la Chine et l'Inde, fonctionnent en réalité, et que ce sont les Russes qui viennent à la table des négociations. Et oui, ce genre de récit, nous gagnons, ils perdent, parce qu'ils supplient pour une rencontre. Oui, ce récit circule désormais sur la blogosphère et dans les médias traditionnels. Mais j'interprète cela comme n'étant pas un problème pour la direction russe. Ils ne se soucient tout simplement pas de l'opinion publique en Occident, car l'opinion publique contre la Russie est déjà au plus bas depuis la majeure partie de la dernière décennie et n'a fait qu'empirer au cours des 3 ou 4 dernières années. Alors pourquoi s'en soucierait-il? Pourquoi en ferait-il un sujet? Il est probablement plus important pour la direction russe de ne pas, d'aucune manière, forme ou façon, affaiblir la position de Donald Trump. Au contraire, il pourrait même être bénéfique que l'ambiguïté subsiste sur ce genre de points superflus, comme savoir qui a commencé, si cela renforce la position de Donald Trump. Car s'il y a bien quelqu'un sur cette planète qui connaît les limites des pouvoirs de la présidence américaine, c'est probablement le président russe lui-même, qui a répété à maintes reprises qu'il est vraiment difficile de négocier avec n'importe quel dirigeant américain. Il a négocié avec beaucoup d'entre eux, parce qu'ils disent une chose, concluent un accord avec vous un jour, puis ils rentrent chez eux, reçoivent la visite des gens en cravate noire, et ensuite ils changent d'avis. Donc, Vladimir Poutine est parfaitement conscient du fait que Donald Trump n'est qu'un rouage dans la machine qu'est les États-Unis. C'est un rouage important, très important, mais naturellement, on ne voudrait pas affaiblir la force de ce rouage si l'on pense qu'on pourrait l'utiliser pour parvenir à une fin bénéfique, n'est-ce pas? J'interprète donc sa réponse ici comme une tentative de renforcer la position de Donald Trump. Parce qu'il y a un espoir, peut-être pas une attente, mais un espoir, que quelque chose de positif puisse sortir de ce processus. Et je le répète, Vladimir Poutine, tout comme Xi Jinping, sont des personnes qui ne pensent pas en termes de gros titres. Ils pensent en termes de processus. Quel est un processus bénéfique et quel est un processus négatif? Et ensuite, on essaye d'influencer ce qui se passe et la manière dont les choses peuvent évoluer, n'est-ce pas? Donc, la question de savoir qui a commencé, qui l'a demandé, fait la une des journaux et est probablement importante pour que certains puissent revendiquer de petites victoires. Mais ce n'est pas ce qui intéresse les Russes. Prochaine question posée à Vladimir Poutine. Pourriez-vous clarifier, s'il vous plaît? Votre conseiller Yuri Ushakov a mentionné que la rencontre aurait probablement lieu la semaine prochaine. Avez-vous des détails sur le lieu, même un indice? Vladimir Poutine. Nous avons de nombreux amis prêts à aider à organiser de tels événements. L'un d'eux est le président des Émirats arabes unis. Le lieu exact est encore en cours de décision,
mais les Émirats arabes unis seraient l'une des options appropriées. Donc ce n'est pas encore clair. Mais d'accord, il semble que les Émirats arabes unis pourraient être l'endroit choisi. Aussi, c'est peut-être juste une coïncidence qu'il ait rencontré les Émirats arabes unis ce jour-là. Et je veux dire, pourquoi pas? La seule chose à laquelle il doit faire attention, c'est qu'il faut que ce soit un pays où il peut effectivement se rendre sans que le mandat d'arrêt de la CPI ne s'applique. Je crois que les Émirats arabes unis conviennent, mais il faudrait que je vérifie en fait. Autre question. Qu'en est-il de Zelensky? Allez-vous le rencontrer? Et Vladimir Poutine répond, « J'ai dit à plusieurs reprises que je n'avais aucune objection à le rencontrer. En principe, c'est possible, mais certaines conditions doivent d'abord être réunies. Malheureusement, nous en sommes encore loin. » Donc, encore une fois, Vladimir Poutine fait preuve d'une grande diplomatie et essaie de ne rien compromettre de ce que Donald Trump, de son côté, tente d'utiliser, des actes de langage qu'il essaie d'employer pour vendre l'idée de cette rencontre à son camp et aux néoconservateurs. Il me semble également essentiel que M. Ushakov ait mentionné qu'une offre avait été faite. Donc quelque chose dans la discussion avec M. Vitkov. Vitkov a peut-être dit « Nous sommes prêts et disposés à négocier sur ces questions. » Sinon, il n'y aurait aucune raison pour Vladimir Poutine de se rencontrer. Et je l'ai dit hier, et je vais le répéter, les exigences du côté russe sont assez claires. Elles ont été exposées dans ce discours présidentiel de Vladimir Poutine à son équipe de politique étrangère du 14 juin 2024. Address of Vladimir Putin to his foreign policy staff, Ukraine troops must be completely withdrawn from Donetsk, Lugansk. Les troupes ukrainiennes doivent être complètement retirées de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia et Kherson dans leurs frontières administratives. Il doit également y avoir un engagement pour que l'Ukraine ne rejoigne pas l'OTAN. Encore une fois, je répète que l'accord conclu à l'époque s'appelait en réalité un accord sur la neutralité et les garanties de sécurité pour l'Ukraine. À mon avis, la chose la plus réaliste que les États-Unis pourraient offrir à la Russie pour dire « rencontrons-nous et nous pourrions être prêts à signer cela comme résultat », c'est la promesse de ne pas inclure l'Ukraine dans l'OTAN, ce qui constituerait la principale concession à la Russie que celle-ci recherche depuis très longtemps, une neutralisation de facto de l'Ukraine. Longest time a de facto neutralization of Ukraine. The 4 oblasts are also non-negotiable, but les 4 oblasts sont également non négociables. Mais le processus pour y parvenir pourrait être un sujet que la Russie serait probablement disposée à discuter. Peut-être que si de telles promesses sont faites des deux côtés, nous pourrions envisager un processus menant à un cessez-le-feu, puis à un règlement de la crise ukrainienne. Mais encore une fois, la crise ukrainienne est, comme les Russes l'ont répété à plusieurs reprises, et cela fait à nouveau partie de ce communiqué, n'est pas le seul sujet qu'ils prennent en compte lorsqu'ils négocient ou discutent d'un partenariat ou d'une relation avec les États-Unis. Les relations américano-russes sont un domaine sur lequel Moscou souhaiterait également travailler séparément de la guerre en Ukraine, celle-ci n'étant qu'un des nombreux sujets qu'il souhaite aborder avec les États-Unis. Il me semble que l'espoir du côté de Moscou est que, puisqu'une sorte de concession, une concession très importante, est venue des États-Unis, c'est maintenant le moment d'essayer d'utiliser une rencontre au plus haut niveau afin de faire avancer un processus positif qui serait dans l'intérêt, peut-être, de désamorcer la guerre d'un côté et d'y mettre fin, mais aussi, de l'autre côté, d'établir une relation plus étroite avec les États-Unis. Je dois dire que les gens pensent parfois que la Russie peut simplement gagner sur le champ de bataille, et la Russie est actuellement en train de gagner sur le champ de bataille. Mais il y a une très grande différence entre gagner des batailles, gagner une guerre, et ensuite gagner la paix. Se rendre à Kiev, ou simplement atteindre le Dnipro, simplement vaincre l'armée ukrainienne, même si c'est une armée de l'OTAN. Faire seulement cela est une chose,
et c'est déjà difficile à accomplir. L'armée russe est actuellement en train d'y parvenir, lentement mais sûrement, mais parvenir à une situation où l'on peut ensuite déposer les armes pour de bon, sans que la guerre de guérilla n'éclate, et que l'Occident ne fasse passer des armes légères en Ukraine occidentale, et que des attaques suicides aient lieu contre des commissariats de police. Éviter ce genre d'afghanisation de l'Ukraine est très clairement dans l'intérêt de la Russie. Et c'est très difficile à réaliser, voire presque impossible, dans un pays aussi vaste que l'Ukraine, même avec toute la puissance militaire de la Russie. Un territoire aussi vaste que l'Ukraine, tenter d'empêcher la contrebande et ce type de guérilla, c'est presque impossible. Regardez simplement comment le Hamas à Gaza a réussi à obtenir et utiliser des armes. Même s'il ne s'agissait que de coups d'épingle, même s'ils n'ont pas gagné la guerre contre Israël, le simple fait qu'ils aient pu disposer de ces armes et munitions en combattant non seulement les Israéliens, mais aussi les Américains, montre à quel point il est difficile, même pour une armée disposant d'une puissance écrasante et d'un contrôle total sur un territoire, de venir à bout d'une guerre de guérilla. Empêcher cela est clairement dans l'intérêt de la Russie, et c'est un point qui nécessite des négociations, au moins dans une certaine mesure. Du côté américain, éviter une perte totale de prestige en perdant l'Ukraine. Pour Donald Trump, l'incitation à ne pas faire de l'Ukraine son Afghanistan et à ne pas perdre l'Ukraine constitue également une motivation majeure. And having lost Ukraine is also an overwhelming incentive. The spoilers in this entire affair is, as always, probably... Les fauteurs de troubles dans toute cette affaire sont, comme toujours, probablement les néoconservateurs, qui bien sûr ont intérêt à poursuivre la guerre, à saigner la Russie à blanc, et qui auraient intérêt à transformer cette guerre d'armée contre armée, de nation contre nation, en un nouvel Afghanistan. Et Hillary Clinton l'a dit à plusieurs reprises. Les néoconservateurs le répètent sans cesse. Vous savez, nous pouvons saigner la Russie à blanc, et l'utilisation de tactiques asymétriques est un sujet évoqué dans ces think tanks depuis quelques années. Donc la question en ce moment pour moi est de savoir si les deux dirigeants politiques, ou les directions de la Russie et des États-Unis, peuvent trouver ce terrain d'entente pour essayer réellement de collaborer contre ceux qui voudraient prolonger la guerre. Soyons clairs, il ne s'agit pas seulement des néoconservateurs aux États-Unis. Il s'agit aussi, bien sûr, des Ukrainiens, en particulier du secteur d'extrême droite, qui ont intérêt à prolonger ce conflit, à ne pas céder. Et les Européens aussi. Tous sont en train de paniquer, d'ailleurs, en ce moment. Ils paniquent à l'idée que personne ne veut d'eux à la table, que Donald Trump est prêt à accepter simplement une réunion bilatérale, sans Européens à la table, sans Zelensky à la table. Ils sont à nouveau complètement exclus. Et bien sûr, c'est ce qui arrive, car ici nous avons deux superpuissances qui discutent entre elles, et envisage réellement de créer un accord cadre qui, plus tard, nécessiterait naturellement de nombreuses négociations détaillées. M. Poutine l'a déjà laissé entendre. Mais apparemment, il est prêt, M. Poutine est prêt, à envisager maintenant l'idée d'une rencontre directe pour parvenir à un cadre qui ferait avancer le processus. Et les Européens paniquent. Quand je dis cependant que les Ukrainiens sont contre cela, ce que je veux dire, c'est que certaines élites du processus politique ukrainien, et bien sûr, les nationalistes d'extrême droite, les néo-nazis en fait, sont déterminés à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Ce n'est pas vrai pour l'ensemble de l'Ukraine. C'est même le contraire. Par coïncidence, et je pense que c'est une coïncidence parce que cela prend beaucoup de temps, hier est aussi le jour où une nouvelle étude de Gallup, cette agence de sondage américaine, est sortie sur le soutien des Ukrainiens à la guerre, qui s'effondre désormais. Et je ne pense pas que ce soit planifié. Je pense vraiment que ces sondages d'opinion prennent beaucoup de temps à être réalisés et collectés, et à être faits correctement. Donc je pense qu'ils étaient évidemment en préparation depuis longtemps, car ils ont des données
sur plusieurs années. For a long time because they have data points for several years. You can see here, Vous pouvez le voir ici. Les Ukrainiens perdent l'appétit pour la guerre et soutiennent une paix négociée. Regardez cela. En 2022, plus de 70% disaient que l'Ukraine devait continuer à se battre jusqu'à gagner la guerre. Et le nombre de personnes qui disent cela aujourd'hui, en 2024, est tombé à 24%. Désolé, en 2024, c'est 24% qu'ils disent encore. 69% disent désormais que l'Ukraine devrait chercher à négocier la fin de la guerre dès que possible. Donc, quand je dis que l'Ukraine est contre un règlement négocié, je ne parle pas des Ukrainiens. Il est désormais évident que la grande majorité des Ukrainiens veulent simplement que cela se termine, ce qui est aussi la chose la plus naturelle au monde. Les personnes les plus touchées par la violence sont généralement celles qui souhaitent le plus y mettre fin, même si cela signifie accepter ce qui était encore considéré comme inacceptable il y a peu de temps. Ce sont généralement les personnes les moins touchées par la mort et la destruction qui sont les plus belliqueuses, ce qui explique aussi pourquoi les Européens s'opposent à toute forme de négociation. Et probablement, si l'on regardait à l'intérieur de l'Ukraine, je parierais que l'ouest du pays, les régions les moins touchées, seraient bien plus favorables à la poursuite de la guerre. Et plus on se rapproche des lignes de front, plus les gens sont affectés, plus ils sont enclins à dire simplement « Arrêtons ce putain de bain de sang ». Donc en fait, nous avons maintenant la configuration, du moins sur le terrain, qui fait que si cela avançait, et si nous avions une forme de processus, qui inclurait finalement, disons, un vote populaire en Ukraine, un référendum, afin de légitimer ce qui va se passer ensuite. Disons par exemple que les Américains et les Russes s'accordent pour que ces 4 oblasts soient désormais russes, et que l'Ukraine doive l'accepter. Et que les Ukrainiens soumettent cela à un vote lors d'un référendum national pour décider d'accepter ou non le changement de frontière. Officiellement, il se pourrait que nous soyons dans une situation où peut-être une majorité de la population voterait effectivement oui à une telle proposition afin de ne pas prolonger la guerre. Nous sommes donc dans une situation complètement différente maintenant, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Ukraine. Il existe cependant toujours un très grand risque. Le grand risque, bien sûr, c'est que ces négociations n'aboutissent pas, ou que la rencontre entre Vladimir Poutine et M. Trump se passe mal, que M. Trump ait en fait des exigences, ou qu'il change d'avis sur un point auquel M. Poutine ne pourra pas consentir. Je veux dire, il pourrait sortir de cette réunion, et M. Trump pourrait faire semblant d'être très en colère, puis dire « Oh, maintenant, les sanctions écrasantes, et maintenant plus d'argent pour l'Ukraine. 55 milliards de dollars qui sont déjà prêts et pourraient être votés lors de la prochaine session du Congrès en septembre. » Cette réunion pourrait alors devenir ce point charnière. That this meeting could then be this pivotal point. Alexander Mercury was pointing this out. Could be this pivotal. Alexander Mercury soulignait cela. Il se pourrait que cet événement crucial soit présenté à la base de Trump comme l'idée que, oh, les Russes ne sont tout simplement pas disposés à faire des concessions. Les Russes ne sont tout simplement pas disposés à mettre fin à la guerre. Et si la réunion se termine mal, ce serait évidemment ainsi que les Américains la présenteraient, ce qui pourrait justifier une nouvelle escalade. À ce stade, cependant, je dois dire que le simple fait que les Russes soient prêts à prendre ce risque et qu'ils soient prêts à tenter à nouveau de négocier et d'avoir cette rencontre avec Donald Trump signifie pour moi qu'en termes de processus, ils pensent que ça va ou pourrait aboutir à quelque chose de positif, même si ce n'est pas la fin prochaine de la guerre, mais quelque chose de positif que Moscou pense pouvoir en retirer. Tout en continuant à informer les Chinois, tout en veillant à ce que la réalité sur le terrain, les réalités du champ de bataille, ne
change pas à leur désavantage. The battleground realities do not change to their disfavor. And again, I mean, at this point, Et encore une fois, je veux dire, à ce stade, vous savez, les Russes ont réussi à amener les Américains à demander une rencontre avec eux sans qu'il y ait de cessez-le-feu. Je veux dire, les Russes ont dit qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu. Nous sommes prêts à discuter. Nous sommes prêts à nous asseoir à la table, mais nous ferons les deux en même temps. Nous poursuivrons l'approche militaire que nous menons déjà, et nous sommes prêts à faire de la diplomatie. Ce sont les Américains qui disaient qu'il fallait d'abord un cessez-le-feu, puis discuter. Eh bien, cela a changé. Je veux dire, cela a changé. Donc, le simple fait que les Américains soient désormais prêts à parler directement et à rencontrer M. Poutine sans cessez-le-feu implique, selon moi, que la situation se détériore et qu'il s'agit d'une tentative supplémentaire de changer le cours des choses. Du moins pour les Américains, le cours du récit. Parce que le récit, si les Russes perçaient, si les Russes atteignent le Dniepr, si la Russie commence alors l'occupation permanente de l'Est de l'Ukraine, l'Est de l'Ukraine sera sans aucun doute une perte de prestige et une défaite pour Donald Trump. Donc cela pourrait être une ruse, cela pourrait être un piège. Il est possible que les États-Unis et l'administration Trump jouent encore un autre tour diplomatique, car ils l'ont fait assez souvent. Pensez à l'Iran. Pensez à la façon dont ils ont fait semblant de négocier, alors qu'en réalité, ils préparaient une attaque. C'est possible, c'est tout à fait possible. Mais cela signifie que si c'est vrai, et que les Russes tombent maintenant dans un piège, je pense qu'ils ont bien réfléchi à tout cela et bien examiné l'offre faite par M. Vitkov, tout en prenant en compte la dynamique politique interne des États-Unis, qui leur indique probablement que c'est le moment de dire oui à une telle opportunité d'influencer le processus. Voilà tout pour moi aujourd'hui. Merci de votre attention. That's it for me for today. Thank you for your attention.